Bonjour, je m'appelle Camille Lort, je suis directeur de recherche INSERM à l'Institut Pasteur de Lille et j'ai le plaisir de vous présenter les approches vaccinales contre la maladie Covid-19. Alors, avant de vous parler spécifiquement de la maladie Covid-19, je crois qu'il est important que je vous rappelle ou que je vous indique ce qu'un vaccin va faire ou qu'est-ce qu'il peut faire. Traditionnellement, on a des vaccins qui vont induire des réponses immunitaires parce que l'idée, là, c'est d'induire une mémoire avec le vaccin, qui est la substance active également présente sur le germe contre lesquels on va vouloir protéger. Et cette mémoire va induire des cellules T et des cellules B qui finalement vont, soit pour les cellules B, produire des anticorps, ou bien pour les cellules T, avoir d'autres effecteurs qui sont protecteurs contre l'invasion des pathogènes. Cette mémoire est très importante parce que c'est ça qui va en fait être enclenché par le vaccin de façon à ce que le jour où le pathogène arrive, cette réponse immunitaire est prête et les cellules B et T vont se proliférer rapidement pour produire beaucoup d'anticorps dans le cas des cellules B et pour produire beaucoup de substances qu'on appelle des chymokines ou des cytokines pour les cellules T. Et les deux ensemble vont combattre le pathogène, tantôt plus par les anticorps, tantôt plus par la réponse cellulaire T. Alors le vaccin, normalement, il fait ça. Mais depuis quelques années, nous nous sommes rendus compte aussi que certains vaccins, en particulier des vaccins vivants, des vaccins notamment comme le BCG qui a été inventé à l'Institut Pasteur de Lille, font encore autre chose en plus. Et en l'occurrence, ils stimulent le deuxième bras de l'immunité qu'on appelle l'immunité innée. Ils entraînent vraiment l'immunité innée qui est composée en fait de cellules qui sont différentes des cellules T et des cellules B, sur les monocytes, des macrophages, des cellules dites NK, et qui normalement, quand ils rencontrent un pathogène, vont être activées et augmenter en fait une dynamique qui est aussi la production en général des cytokines ou des chymokines. Et on s'est rendu compte que ces monocytes, ces macrophages, cellules NK, peuvent être entraînés par un vaccin, notamment comme le BCG, qui va, une fois qu'un pathogène arrive, et ça peut être un pathogène complètement différent, comme un virus, va finalement en fait enclencher une réponse beaucoup plus forte et beaucoup plus efficace. Donc l'idée là, c'est que le vaccin devrait induire les deux. Et je vais revenir sur le BCG dans quelques instants. Alors, ce qui est surprenant dans le cas du développement de vaccins anti-Covid-19, c'est la rapidité avec laquelle on a pu développer ces types de vaccins. Il y en a plusieurs qui sont prêts à être utilisés dans le large public. Normalement, ce que vous voyez au-dessus, la partie supérieure de cette diapositive, normalement, en fait, le développement d'un vaccin prend entre 10 et 20 ans et se décline en fait en différentes phases. On a d'abord des phases précliniques, des phases exploratoires qui peuvent durer de 1 à 5 ans en fonction des types de vaccins. Ensuite, une phase extrêmement importante qui est la phase de preuve de concept préclinique et de réglementation, donc la production en conditions normales pour faire un vaccin, la toxicologie, etc. Ça prend en général à peu près 1 an. Et puis on a la phase 1, qui est la première phase d'essai du vaccin chez l'homme. En fonction des vaccins, ça prend aussi à peu près 1 à 2 ans ou à 3 ans, suivi de la phase 2, qui prend à peu près 1 à 2 ans, la phase 3, qui peut prendre plusieurs années, jusqu'à 5, voire quelquefois même 10 ans, et finalement, en fait, l'enregistrement du dossier avec tous les résultats à la fois de sécurité et d'efficacité du vaccin auprès des agences de régulation qui va donner l'accord pour mettre le vaccin sur le marché. Et en général, c'est seulement à partir de ce moment-là que les entreprises pharmaceutiques vont construire des usines, vont construire des plateaux pour pouvoir produire ces vaccins en grande quantité. Et en fonction des vaccins, bien sûr, vous pouvez vous imaginer, ça va prendre entre 1 et 3 ou 4 ans. Alors, ce qu'on a pu faire avec Covid-19, ce n'est pas sauter les étapes. Pourquoi on fait ça dans les différentes phases? Pourquoi on ne fait pas tout de suite on chevauche pas tout de suite les phases? C'est tout simplement parce que, au fur et à mesure qu'on avance dans le développement du vaccin, le développement coûte de plus en plus cher. Ce que vous voyez sur cette diapositive aussi, ça va au départ entre 1 à 2 ou 3 millions, jusqu'à quelquefois, parfois 1 milliard d'euros pour faire une phase 3. Donc évidemment, les financeurs, notamment pour la phase 3, ne veulent pas
dépenser cet argent-là sans avoir la garantie que le vaccin a bien fonctionné dans les phases précliniques, dans les phases 1 et dans la phase 3. Donc c'est une question d'argent essentiellement. Donc pour la Covid, ce qu'on a pu faire, c'est de chevaucher les différentes phases. Donc on n'a pas coupé les phases, on n'a pas éliminé des phases. Donc en termes de sécurité du vaccin et d'efficacité du vaccin, c'est exactement pareil. La seule chose qu'on a pu faire, c'est de raccourcir parce qu'on chevauche les phases et tout simplement parce qu'il y avait beaucoup d'argent qui était mis en jeu. Donc finalement, on n'a pas eu besoin d'attendre tous les résultats pour enclencher une phase 3. Les gens étaient prêts à mettre la main au portefeuille pour financer la phase 3 et même la production des vaccins en très grande quantité avant même d'enclencher les phases cliniques. Donc ça a permis de raccourcir considérablement sans risque supplémentaire de sanitaire du vaccin pour la sécurité, mais avec un énorme risque financier parce que finalement, au bout de la phase 3, peut-être que le vaccin ne fonctionnerait pas. Aujourd'hui, on a plutôt des indications que c'est plutôt positif. Le virus SARS-CoV-2, qui est l'agent de la COVID-19, c'est un virus, un coronavirus, qui, en fait, comme vous le voyez sur ces diapositives, ressemble un petit peu à une couronne avec des spicules. Et les spicules sont en fait les protéines majeures à la surface du virus. Et la plupart des vaccins actuellement en développement, en tout cas en développement clinique, sont dressés justement contre ces protéines S pour pouvoir induire des anticorps qui peuvent neutraliser le virus. Et on espère que la production de ces anticorps va justement protéger contre l'infection par les virus. Mais il y a d'autres protéines, comme vous pouvez voir, les protéines M, la protéine E, la protéine N, qui également sont des antigènes, qui peuvent également induire des réponses immunitaires, et d'autres vaccins qui sont des phases plutôt précliniques ou les premières phases cliniques sont des vaccins qui peuvent également cibler ces protéines-là. Alors, il y a plusieurs façons de présenter les antigènes au sujet à vacciner. Et il y a essentiellement ici une illustration de 4 plateformes, comme on dit, de vaccination. La première, à gauche en haut, sont les virus inactivés. Donc en fait, ça c'est une technologie très très vieille qui est utilisée pour beaucoup d'autres vaccins depuis les années 1950-60, et notamment un type de vaccin contre la poliomyélite est basé sur cette technologie-là. On fait tout simplement cultiver le virus dans des systèmes, dans les grands fermenteurs, on le collecte et on l'inactive soit par la chaleur, soit par des radiations ou voire par des traitements chimiques. Le virus va être complètement inactivé, va être mort et va être injecté comme une particule morte aux personnes à vacciner pour pouvoir induire une réponse immunitaire. Ça, c'est par exemple le vaccin comme il est développé actuellement et même utilisé déjà en Chine. À côté de ça, vous avez les vaccins qui sont les virus atténués. Donc là, c'est la même chose, on prend le virus, mais on l'a modifié génétiquement de façon à ce qu'il ne puisse plus être pathogène. Mais au lieu de l'inactiver par la chaleur, par les radiations ou par des traitements chimiques, on l'injecte comme virus vivant, mais complètement inoffensif. Et là aussi, on va espérer que ça va induire une bonne réponse cellulaire et humorale contre la COVID-19. Et finalement, aussi une autre plateforme qui est utilisée notamment par Sanofi et GSK et Novavax par exemple, qui est basée sur la purification de cette fameuse protéine S qui va être formulée avec des adjuvants. Et donc le mélange entre adjuvants et protéine S va être injecté, donc c'est extrêmement pur. Et donc là aussi, on attend l'induction des réponses cellulaires et humorales contre la protéine S et en espérant que ces réponses-là vont induire une protection contre la maladie. À gauche en bas, vous voyez en fait une autre plateforme qui est le vecteur viral. Donc là, on utilise un autre vecteur, souvent un virus qui est un virus complètement non pathogène, qui de temps en temps cause un petit rhume, mais auquel tout le monde est exposé, et où on modifie le contenu génétique pour justement lui faire produire la protéine d'intérêt, en l'occurrence ici c'est la protéine S. Et donc ça justement c'est un des types de vaccins qui sont utilisés, qui sont développés par Johnson & Johnson ou Janssen et par AstraZeneca. À côté de ça, vous avez carrément l'ADN. Donc là, c'est tout simplement l'injection de l'ADN qui code justement la protéine S, et cet ADN va entrer dans les cellules et va en fait se faire transcrire et puis traduire en protéine S. Et puis finalement, à droite en bas, vous avez les fameux vaccins ARN messagers.
Ce sont des vaccins qui sont justement aujourd'hui déjà utilisés en Angleterre, le vaccin de Pfizer et de Moderna, et qui consistent à justement utiliser uniquement l'ARN messager, qui est en fait le matériel génétique qui code justement cette protéine S. On l'entoure d'une petite capsule de lipides, ce qu'on appelle un liposome ou une vésicule lipidique, et cette capsule lipidique va en fait fusionner avec les cellules après injection, va de cette manière-là injecter l'ARN dans la cellule et finalement l'ARN va être directement traduit en antigène, en protéine S, et c'est cette protéine S qui va être la substance active de vaccin contre Covid-19. Et donc là, vous avez un petit tableau à peu près mis à jour début décembre 2020, où vous voyez un certain nombre de vaccins, de candidats vaccins, qui sont actuellement dans les stades quasiment finaux de développement clinique des vaccins. Vous avez justement le vaccin AstraZeneca, donc qui est un vaccin basé sur un vecteur viral qui a terminé sa phase 3. Les résultats viennent d'être publiés il y a 2 jours. Vous avez le fameux vaccin Pfizer qui est basé sur l'ARN et qui est déjà utilisé aujourd'hui en Angleterre. Vous avez Moderna qui est basé sur le même principe. Vous avez Janssen qui est également basé sur des principes des vecteurs viraux. Et puis vous avez Novavax et Sanofi GSK qui sont en fait des vaccins qui sont en phase 2, phase 3 et qui sont basés sur la protéine purifiée, la protéine S purifiée, combinée avec un adjuvant. Alors nous, au laboratoire, à l'Institut Pasteur de Lille, on a aussi démarré un projet vaccin contre Covid. Et là, c'est un vaccin original qui n'est pas du tout lié à aucune des plateformes dont je vous ai parlé jusqu'à maintenant et qui est basé sur en fait un vaccin contre la coqueluche qu'on a développé pour l'indication contre la coqueluche. C'est un vaccin nasal, administration nasale, et qui consiste en fait, comme vous le voyez en haut à gauche, qui consiste en la bactérie elle-même, vivante, mais qui est génétiquement atténuée, donc qui ne cause pas de maladie, et à la surface de laquelle, vous voyez en petite bille rouge, vous voyez en fait l'expression justement des antigènes du virus SARS-CoV-2. Donc l'idée là, c'est d'utiliser un petit système d'hélices, comme vous voyez là en bas à gauche, qu'on appelle le vaccinator. Et donc le vaccin va être tout simplement introduit dans cette seringue sans aiguille. Une petite hélice va être montée au bout de cette seringue et ça va être un spray nasal, comme vous le voyez à droite en haut, et on espère donc que les bactéries recombinantes complètement inoffensives vont en fait coloniser transitoirement les voies respiratoires supérieures. Ça va aboutir, comme vous le voyez en bas à droite, à la production d'anticorps, mais d'anticorps locaux au niveau des voies respiratoires et des réponses cellulaires, mais des réponses cellulaires locales également. Donc l'idée là, c'est de carrément bloquer le virus à la porte d'entrée qui est le nez, et donc on espère justement que ce vaccin-là va pouvoir non seulement protéger contre la maladie, mais va également protéger contre l'infection par le virus, parce qu'on va induire, je l'espère, des réponses immunitaires locales qui vont empêcher la pénétration du virus. Donc ça, c'est un projet qui est actuellement en cours dans le laboratoire. Je vous ai parlé de la réponse innée, qui est donc le deuxième bras de réponse immunitaire, qui est une réponse qui se met en route très très rapidement. Avec les vaccins de style Pfizer ou Moderna et les autres, il faut attendre plusieurs semaines, voire 1 mois ou 2, avant d'avoir une bonne réponse immunitaire. Et donc, vous vous imaginez qu'après la vaccination, tout le monde n'est pas très rapidement protégé. Les vaccins qui sont éventuellement basés sur les réponses immunitaires innées ont l'avantage, c'est qu'ils enclenchent la réponse immunitaire très rapidement dans les heures, voire les jours qui viennent après la vaccination. Et un des vaccins les plus utilisés, qui est un vaccin contre la tuberculose, est le vaccin BCG, qui, comme je l'ai dit tout à l'heure, a été développé à l'Institut Pasteur de Lille il y a quasiment 100 ans. Et il y a des études très rapidement après le démarrage de la pandémie qui suggèrent qu'en fait que les pays qui ont vacciné ou qui vaccinent toujours avec le BCG ont une incidence et une gravité de Covid beaucoup plus faible que les pays qui ne vaccinent pas ou qui n'ont jamais vacciné avec le BCG, comme c'est montré sur cette diapositive-là. Donc c'est ce qu'on appelle des études écologiques de corrélation, mais ça ne veut pas dire qu'il y a une relation de cause à effet et ça ne prouve pas non plus que le BCG a un pouvoir protecteur contre Covid. Pour le prouver, il faut faire des essais cliniques randomisés, bien contrôlés. Et ça, c'est en cours actuellement. Il y a actuellement 15 essais cliniques
avec le BCG dans le monde entier qui sont en cours contre Covid-19. Donc ce qu'on fait là, c'est de prendre une population à laquelle on donne pour la moitié de la population du BCG et pour l'autre moitié de la population un placebo, et puis on regarde au bout d'un certain temps la survenue et la gravité de la maladie Covid. Donc ces études cliniques sont en cours dans plusieurs pays. Pour la plupart des cas, on a ciblé des personnels de soins, ces personnes qui sont le plus proches des malades et qui sont le plus à risque d'être infectées par le virus. Mais il y a également des études en cours sur les personnes âgées, notamment dans les EHPAD. C'est fait dans plusieurs pays avec des programmes de vaccination différents. Donc vous avez par exemple les Pays-Bas, les États-Unis d'Amérique, où le BCG n'a jamais été utilisé en vaccin de routine. Vous avez d'autres pays où le BCG a été utilisé jusqu'il y a quelques années, en France jusqu'en 2007, où le BCG a été utilisé, mais où il n'est plus utilisé aujourd'hui. Et puis vous avez d'autres pays comme le Brésil, l'Inde, l'Afrique du Sud, où le BCG est toujours utilisé pour la vaccination des enfants contre la tuberculose. Et donc là, vous allez avoir plusieurs types d'essais cliniques qui permettront de voir si le BCG protège et s'il protège, à quel niveau il protège contre Covid, et de voir si une vaccination préalable avec le BCG joue un rôle ou pas. Ces études sont en cours et donc nous espérons d'avoir des résultats peut-être à la fin du printemps. Je vous remercie pour votre attention.